Et ce week-end, Dricus du Plessis a conservé sa ceinture des poids moyens de l'UFC en battant par soumission l'ancien champion Israel Adesanya. On a aussi appris dans le week-end qu'Alex Pereira allait défendre sa ceinture des poids lourds légers face à Khalil Rountree. Et puis on terminera l'émission comme d'habitude avec vos messages, vos réflexions, avec la Minute Auditeur. Nous sommes le lundi 19 août 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence avec Dricus du Plessis qui, comme je le disais en intro, a conservé sa ceinture des moins de 84 kg ce week-end. En conférence de presse, il a un peu détaillé sa stratégie en expliquant qu'Adesanya n'est pas habitué à faire le combat, mais plutôt à être dans le rôle du contreur, et que sa stratégie était donc de le forcer à avancer, afin qu'il fasse quelque chose qu'il n'est pas habitué à faire, et que par conséquent il se fatigue plus vite. D'ailleurs, d'après lui, ça a marché, et puis on l'a vu le résultat, on ne peut que lui donner raison. Et surtout, il savait qu'Adesanya s'attendait à le voir, lui, avancer, lui être l'agresseur, et ça l'a sûrement chamboulé. Encore une fois, chapeau à sa team, chapeau à lui, parce que lui aussi a fait quelque chose qu'il n'est pas habitué à faire, donc ça aurait pu lui coûter beaucoup de cardio, surtout qu'on l'a vu, dès la fin du deuxième round, il avait l'air d'être un peu épuisé, Dricus du Plessis, mais c'est son body language, comme on dit, qui est un peu comme ça. Moi, il me fait penser à Dustin Poirier, qui a toujours l'air d'être rincé dès la fin du premier round, et pourtant qui est capable de s'imposer à la décision au bout de 5 rounds. Donc écoutez, ce sont des combattants qui sont assez particuliers. Et puis il s'est aussi dit très heureux d'avoir battu un Israel Adesanya qui est arrivé très bien préparé, et surtout en suivant le game plan préparé à l'avance. Concernant les phases de sol, il se savait plus fort physiquement que le Nigérian, et raconte que ce dernier était tellement concentré sur le fait de se relever et de casser sa prise que ça lui permettait à lui de placer des frappes puissantes. Et puis sur la dernière amenée au sol, il explique qu'Adesanya n'a même pas cherché à résister, ce qui lui a rendu la tâche forcément beaucoup plus simple. Alors ensuite à sa victoire, on a Alex Pereira, champion de la catégorie du dessus, mais ancien champion des poids moyens, qui a posté une photo de lui devant sa télé en disant « Est-ce que je devrais redescendre en moins de 84 ?» Il a dit qu'il n'y croyait pas du tout. Il dit après, si vraiment c'est ce que l'UFC veut, je pense que c'est plutôt moi qui monterai en 205 que lui qui allait descendre. Et puis il dit de toute façon, si Israel Adesanya a réussi à le mettre KO avec sa puissance de frappe, maintenant je sais ce qu'est la puissance de frappe d'Israel Adesanya, je peux vous dire qu'avec moi ce sera un KO encore plus rapide. Alors là, chacun jugera selon ce qu'il en pense. Et puis, il a aussi dit que de toute façon, ce qui l'intéressait, c'était d'être le meilleur poids moyen de l'histoire, de régner dans sa catégorie, avant d'envisager une potentielle montée dans la catégorie du dessus. Et puis sinon, il dit, peu importe, moi, la suite, personnellement, je pense que c'est Whittaker qui mérite le plus. Je rappelle qu'il a battu Whittaker, et il pense aussi que si l'UFC a décidé que Strickland était le prochain, c'est juste parce qu'ils ont tous les deux déjà combattu, et que ça s'était terminé à la décision, donc ça donne un petit argument à l'UFC pour mettre Sean Strickland face à lui. Mais si ça ne tenait qu'à lui, comme il l'a dit, ce serait plutôt Whittaker, parce que c'est d'après lui celui qui mérite le plus. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce combat, Dricus du Plessis, je le dis à chaque fois, mais on croirait vraiment, il ressemble à tout sauf à un boxeur, c'est un bel athlète, y a rien à dire, mais la façon qu'il a de se tenir dans la cage, vous savez, on croirait un peu le gars qui arrive dans une salle de boxe, qui est débutant, qui est super crispé, qui a peur de prendre des coups, et qui est prêt à déclencher toute sa puissance, même lui ne sait pas ce qu'il va faire, et pourtant Dricus du Plessis, pour en arriver là où il sait forcément ce qu'il va faire, voilà, c'est sa façon de bouger qui est étrange, c'est sa façon de frapper, c'est ses enchaînements, mais écoutez, il est champion, et encore une fois, comme je l'ai dit, j'avais pas parié sur lui, je pensais qu'Adesanya allait le battre, ça n'a pas été le cas, donc va vraiment falloir arrêter de parier contre Dricus du Plessis. Son adversaire, Israel Adesanya, lui, a reconnu avoir perdu contre plus fort que lui, en tout cas plus fort ce soir-là. Il pensait d'ailleurs être en train de gagner le combat, et même que Dricus commençait à fatiguer. Il s'est dit très heureux de ses frappes au corps, de son corps d'entraînement et de son état de forme de manière générale. D'ailleurs, il a confirmé qu'on allait le revoir dans l'octogone et toujours chez les poids moyens. C'est vrai que comme il avait pris un peu de masse musculaire, on s'était dit peut-être qu'il prépare une montée. Il a dit que non, qu'il était très bien comme ça, il s'était senti très bien dans l'octogone, donc ça allait continuer. Et puis comme il le dit, il aura besoin de revoir le combat pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé, mais il n'a pas l'impression d'avoir été sonné debout dans la phase qui a précédé le finish. Il pense que l'erreur a été commise pendant la phase de sol, juste avant la soumission. Concernant le style de Dricus du Plessis, que certains jugent de maladroit, mais aussi imprévisible, Adesanya a expliqué que plus le combat avance, et plus le Sud-Africain devient prévisible, justement, il dit qu'il commençait à voir ses coups venir, il avait un peu compris la logique de Dricus du Plessis, et puis sinon, comme on l'avait dit dans les épisodes précédents,
Adesanya avait mis l'accent sur la prise de masse musculaire pendant sa préparation, et justement il a confié être monté dans la cage à 91,5 kg, alors que d'habitude il monte à 89, ce qui lui a permis d'après lui d'avoir un moins gros déficit de puissance au corps à corps. Et puis il est aussi beaucoup plus satisfait de ce combat-là que du dernier combat qu'il avait fait lorsqu'il avait perdu sa ceinture contre Strickland. Il estime qu'il faisait un très bon combat, qu'il était très bien, mais qu'il a fait une micro-erreur et que ça lui a coûté le combat. Moi, personnellement, je pense que Dricus du Plessis a vu quelque chose que nous, on n'a peut-être pas vu à l'écran. Il y a eu ce crochet qui est venu taper le haut de la tempe d'Adesanya, et tout de suite après, du Plessis a mis la marche avant, et j'ai pas très bien compris pourquoi Adesanya lui a tourné le dos 2 fois de suite. À ce niveau-là, je pense que tu fais pas des erreurs comme ça. Je pense qu'il a peut-être été sonné, Adesanya, et puis avec l'adrénaline, la conférence de presse dont je vous parle, c'est juste après le combat, c'est peut-être 10 minutes après, 15 minutes après. Donc il est peut-être encore dans cet état-là, un peu d'euphorie, donc il se rend pas bien compte. Peut-être qu'on en saura plus par la suite, mais c'est vrai que ça a été assez étrange. Adesanya était vraiment bien, il y avait de belles combinaisons pied-point, et puis Dricus du Plessis qui revient avec ce long crochet qui vient lui toucher la tempe. Moi, personnellement, je pense que c'est ce crochet qui a marqué le début de la fin pour Adesanya. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il était très bien, qu'il fait une erreur au sol, comme il le dit. Mais en tout cas, encore une fois, félicitations à Dricus du Plessis. Kai Kara-France, lui, il s'est imposé face à Erceg. Alors moi, franchement, j'y croyais pas. Je vous avais dit que je pensais qu'il allait s'incliner. Surtout qu'il revenait de blessure, des commotions cérébrales, c'est pas rien. Il a vraiment fait un beau combat, il s'est dit très content d'avoir gagné en écoutant son coin, il dit voilà, j'avais besoin de mon coin, de leurs indications, etc. Erceg, c'est un gars qui a beaucoup d'allonge pour la catégorie, et c'est un sacré défi. Il savait qu'il ne fallait pas miser sur le lucky punch, le coup de poing chanceux, le crochet qui passe, il dit non, il fallait construire des combinaisons, il fallait construire ce chaos, il fallait lui donner des fausses informations, le feinter, etc. Il est donc très content d'avoir réussi. Il dit aussi, moi j'ai battu le gars que beaucoup pensent devrait être le champion, beaucoup pensent que Erceg a battu Pantoja dans leur dernier combat. Il dit du coup j'estime que je mérite ma chance, surtout qu'il a déjà affronté Pantoja lors du TUF, de l'Ultimate Fighter. Ça remonte un petit peu à quelques années, et c'était un combat en 2 rounds comme il le dit, donc oui j'ai perdu face à lui, mais c'était 2 rounds, c'est pas un vrai combat, il y avait la coupe de poids dans la semaine, tout est différent. Aujourd'hui je pense que je pourrais m'imposer dans ce combat, forcément, et puis il aimerait combattre avant la fin de l'année. Donc espérons que tout ça se concrétise pour lui, mais c'était un sacré retour de la part de Kai Kara-France que personnellement je pensais perdu, je pensais que c'était la fin. Je me suis dit voilà, il va revenir, il va perdre, il va dégringoler au classement, et ben non. Il est encore là, il est encore dans l'élite, donc ça fait un nom de plus dans le chapeau afin de savoir qui aura sa chance pour le titre. Il y en a un autre qui a été intelligent ce week-end, c'est Jairzinho Rozenstruik qui n'a pas été à la bagarre face à Tai Tuivasa. Je pense que c'était la meilleure manière pour lui de perdre, de se jeter à la guerre. Et il a dit d'ailleurs, je m'attendais à une bagarre, mais Tai Tuivasa lui aussi a été très intelligent. Il a été plus intelligent que ça, il a beaucoup joué avec son jab. Lui, personnellement, Rozenstruik, il est resté technique pour scorer des points, c'est ce qu'il dit, remporter round par round. Forcément, il aurait préféré un KO, il le dit. Je l'ai bien touché plusieurs fois, je suis surpris qu'il n'ait pas été au moins au tapis, qu'il n'ait pas au moins été sonné. Mais il a toujours un sacré menton, Tai Tuivasa, on aurait pu en douter, parce que ses dernières performances, ça s'est pas très bien passé pour lui, il aurait pu y laisser des plumes. Et puis Rozenstruik a confirmé qu'en camp d'entraînement, il s'est surtout concentré sur le striking, avoir de nouvelles habilités, mais aussi travailler sur ce qu'il sait faire. Je rappelle qu'il a un passé de kickboxer pro, donc forcément, il vient pas de nulle part. Et puis il estime qu'il est encore à une victoire de pouvoir demander des rematchs. C'est vrai qu'il a perdu contre l'élite de la catégorie, donc il le dit. Là, je prends une victoire, et ensuite, je pense que je peux faire quelques rematchs. Alors quand tu l'écoutes parler, il n'a pas de nom particulier en tête, il veut juste monter au classement, et il estime, tu comprends dans son discours, qu'il pense qu'il est encore à 3 victoires d'être dans la conversation pour le titre. Moi personnellement je le trouve un peu limité, on a vu il s'était fait manger par Almeida au sol, c'était impressionnant, il a un sol qui est limité. Debout, bon, je trouve qu'il continue à s'améliorer, de plus en plus il est arrivé à l'UFC avec cette grosse puissance pour pouvoir mettre des KO, il pouvait le faire. Ensuite on a vu quand il est tombé sur des adversaires un peu plus mobiles, style Cyril Gane, ça s'est pas très bien passé pour lui. Contre Ngannou, n'en parlons pas, mais écoutez, Rozenstruik, il est toujours là, il va re-rentrer dans le top 10, et je pense qu'il peut encore nous offrir quelques beaux affrontements, surtout que lui, il a le cardio pour faire les rounds. On l'a déjà vu, là, il était au 3e round, il n'était pas plus affecté que ça, donc c'est un gros gabarit qui peut durer dans le temps, donc je pense qu'il peut encore nous offrir de bien beaux affrontements. Malheureusement, on n'a pas eu de conférence de presse pour Dan Hooker, je pense qu'il a été tout de suite à l'hôpital après son combat. Je suis très content pour lui, c'est pareil, c'est un vétéran, j'avais dit qu'il ne fallait jamais l'enterrer. Bon, je pensais quand même qu'il allait s'incliner face à Gamrot. Gamrot, lui, je pense que c'est le grand perdant du week-end. Il était aux portes d'une chance pour le titre. Là, il perd contre Hooker, je pense qu'il était classé 10.
ça va le faire dégringoler au classement, ça va pas être bon pour son image. Et surtout, il a montré des limites, hein. On a vu quand il n'arrive pas à finaliser au sol, debout, il peut être un peu limité. Peut-être le cardio qui a pêché aussi. Il n'avait pas fait son camp d'entraînement aux États-Unis comme d'habitude, il était resté en Pologne. Ça a peut-être joué. Et puis Hooker qui a été un peu comme le mec qui a rien à perdre, le mec qui y va à fond. Alors des fois, je comprends pas trop Hooker, hein. Il envoie des kicks alors qu'il a un lutteur face à lui. Il envoie des jambes isolées comme ça. C'est la meilleure manière de se faire saisir. Ça lui est d'ailleurs arrivé plusieurs fois. C'était quand même très serré, hein. À la fin du combat, j'étais sûr que Hooker avait pris le 3e round. Mais les autres, j'avais des petits doutes. Mais félicitations à lui, franchement, il revient pareil d'une absence, d'une blessure. Je pense que lui, il va continuer à rôder, hein, dans le top 10, les portes du top 5, il va nous offrir de beaux combats. Personnellement, je le vois pas du tout devenir champion, mais j'étais quand même très heureux, il a vraiment enflammé la salle, c'est un beau combat, il a offert une guerre. Et puis quand tu aimes le striking, t'es toujours heureux de voir un striker s'imposer face à un lutteur, grappleur, hein, ça arrive pas souvent. Donc quand ça arrive, faut en être satisfait. Et puis dans le combat qui a ouvert la main carte, hein, entre Prates et Ling Jingliang, franchement, magnifique Prates, il a un bras arrière qui est délié, qui frappe fort, qui est précis, il a un bon timing, il a des bons déplacements. Franchement, c'est top. J'ai beaucoup aimé. Il va falloir voir pour lui ce que ça va donner quand il va monter au classement. Peut-être quand il va tomber sur des lutteurs, contre des mecs qui vont essayer de le coller à la cage, voilà, de casser son rythme. Mais c'était vraiment une belle démonstration. Puis là, en ouverture de main card, ça lui a donné une grosse exposition. Donc, hâte de voir la suite pour lui aussi. Et puis, la grosse information du week-end, hein, c'est qu'à la surprise des générales, Khalil Rountree sera le prochain challenger à la ceinture des poids lourds légers de l'UFC. Il va affronter Alex Pereira lors de l'UFC 307 le 5 octobre prochain. Ça va se passer à Salt Lake City. C'est une annonce, hein, qui n'a pas manqué de faire réagir les combattants, en positif comme en négatif, on va le voir un peu plus tard. Mais déjà, le premier intéressé, Khalil Rountree, a expliqué qu'il a été très surpris quand il a reçu le coup de fil. Forcément, il a tout de suite accepté. Je pense que lui, il est classé 8 dans la catégorie. Donc ça lui fait faire un bond en avant. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Je me disais, je pensais à Ankalaev, hein, je vous l'avais dit. Ankalaev va affronter Raki. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner pour Pereira. Je me suis dit, tiens, peut-être que si Adesanya gagne, ils vont refaire un combat contre Pereira. C'était pas ce que je voulais voir. Mais je me disais que c'était une possibilité. En tout cas, Rountree, il pense que ça va être très divertissant pour les spectateurs. Il parle même de potentiel combat de l'année. C'est vrai que les deux vont sûrement rester debout. Il y a de fortes chances de voir un KO. Maintenant, j'ai du mal à voir Pereira aller à la guerre contre Rozenstruik, contre Rountree, parce que Pereira, quand il touche, en général, tu vas dormir. Rountree, c'est pareil. Donc on aurait peut-être plus un gros KO. Je pense pas qu'il va y avoir énormément d'échanges, une guerre où les deux prennent beaucoup de coups, parce qu'en général, quand ça touche, ça met un KO. Donc c'est un peu ce qui me freine, mais en tout cas, je suis pas contre voir un gros KO. Il a aussi expliqué, Rountree, hein, qu'il fallait encore qu'il étudie Pereira. Il a regardé tous ses combats à l'UFC, mais il n'a pas été dans le détail. Il dit maintenant, voilà, il faut que je trouve ses failles, il faut que je trouve ses points faibles. Je pense que je vais en voir dans les combats contre Adesanya. Forcément, il a pris un KO, donc il y a forcément à apprendre de ça. Mais sinon, il est bien conscient qu'ils ont beaucoup de similarités, notamment dans leurs points forts, hein, donc le striking, la puissance de frappe, etc. Et le journaliste lui demande, oui, tu sais, Pereira, il est assez grand, il a pas mal d'allonges, est-ce que ça va pas être gênant pour toi? Et bon, il répond que lui, il est habitué à combattre des gars qui sont plus grands que lui, donc en réalité, c'est pas quelque chose qui le stresse vraiment. Et puis je vous disais que ça a fait beaucoup réagir, hein, cette annonce de combat, à commencer par un qui une fois de plus voit la ceinture un peu s'éloigner, à savoir Magomed Ankalaev, hein, qui a dit qu'il avait reçu beaucoup de messages pour lui dire que maintenant c'était pas lui, enfin que c'était Rountree qui allait combattre pour la ceinture, et que donc lui allait peut-être passer son tour. Il dit, écoutez, moi mon boulot c'est de smash people, donc c'est-à-dire c'est de détruire des gens, hein, c'est la grande phrase des Dagestanais. Moi je vais détruire peu importe qui on met en face de moi. D'abord je vais commencer par détruire Rakic à Abu Dhabi, et puis ensuite on ne pourra pas me nier, on ne pourra pas, voilà, deny comme ils disent en anglais, on ne pourra pas m'empêcher d'être le prochain contender pour le titre. On a aussi Jamal Hill, hein, lui qui a perdu contre Pereira, l'ancien champion, qui dit, je ne peux pas croire ce qui vient d'être annoncé. En parlant de Rountree, il dit, le gars a été sorti d'un combat de contender pour le titre parce qu'il a échoué à un test antidopage, et puis on le récompense avec un combat pour le titre. C'est terrible pour le sport, et puis ça montre que les rankings sont complètement débiles, les classements, c'est pas faux. C'est vrai que quand un gars qui est 8 qui prend le combat, alors après on pourra toujours dire, l'UFC cherche à protéger Pereira, ils veulent pas lui mettre un lutteur. Ils veulent aussi peut-être du show, tu sais qu'avec Khalil Rountree, il va venir à fond, surtout qu'il a rien à perdre, donc il va y aller à fond, ça peut faire un très beau combat. Je peux comprendre la logique, mais c'est vrai que sportivement parlant, je suis pas trop d'accord avec ça. Et par contre, on a Wonderboy Thompson, hein, Stephen Thompson, qui dit, moi je peux comprendre, Rountree il est sur 5 victoires de suite, donc 4 par arrêt de l'arbitre, par KO, donc avant la limite, hein, comme on dit. Et puis je n'ai rien besoin de dire quant aux capacités de Pereira, le mec est un monstre, et il est aussi très actif, j'ai en tout cas l'impression. C'est ce que dit Wonderboy Thompson, pardon. Donc en gros, lui, il comprend qu'il va y avoir du spectacle dans la cage, et que c'est pour ça que l'UFC organise ce combat.
Écoutez, la réponse très prochainement, au mois d'octobre, on va savoir si Rountree peut créer la surprise, parce que là, ce serait, je pense, une très grosse surprise. Et puis vous savez, un Pereira, je vous le disais tout à l'heure, a teasé une possible descente ensuite chez les poids moyens. Et là, Ankalaev, ça l'a fait sortir de ses gonds. Il dit Alex Pereira, biggest chicken, donc le plus gros poulet, bon en gros, poule mouillé, je sais pas comment on peut dire ça, à l'UFC. Il appelle des gars qui sont des poids moyens, 40 pounds, il fait 40 pounds de plus qu'eux, donc une vingtaine de kilos en gros. Et puis je suis le seul mec dont il n'a jamais mentionné le nom. Je promets que quand on va se rencontrer, je vais bien m'occuper de lui, je vais le mettre KO en moins de 2 rounds. Moi, c'est un combat que j'ai vraiment envie de voir. Je pense qu'Ankalaev mérite. On en a parlé dans la Minute Auditeur. C'est vrai que son combat contre Blachowicz lui a fait beaucoup de mal auprès de l'UFC. Mais je pense quand même qu'il a largement les capacités de battre Pereira, ou en tout cas de lui offrir une sacrée opposition. Et puis on va finir avec une touche un peu plus drôle. D'ailleurs, si vous pouvez penser à liker, à vous abonner, à commenter, ça me rend service et puis ça vous coûte 0. Et on termine avant de passer à la Minute Auditeur avec Drake, le rappeur qui avait misé sur Adesanya. On dit qu'il y a toujours une malédiction autour de Drake, quand il parie sur vous, vous allez perdre. Ça a été beaucoup le cas avec son équipe de basket, l'équipe de Toronto qui supporte, il l'avait fait avec McGregor, avec beaucoup. Là, il avait mis 450 000 $ sur Israël Adesanya, il pouvait gagner 855 000 $. Adesanya a perdu, Dricus du Plessis a posté une photo en lui disant du plus profond de mon cœur, encore une fois, merci Drake. Bon, ça m'a fait sourire, la malédiction de Drake est bien toujours présente. Et tout de suite, on passe à vos réflexions avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Cool de Shanghai, donc ça tu m'as envoyé le message vendredi soir en me disant apparemment Alex Pereira va affronter Khalil Rountree, match-up illogique, une pensée pour Ankalaev, l'UFC devait faire Pereira contre Ankalaev et Rountree contre Rakic. C'est vrai que ça aurait fait beaucoup plus de logique de faire les choses comme ça. Maintenant je pense qu'ils ont privilégié le spectacle, peut-être protéger un peu Pereira, même si c'est jamais gagné d'avance, mais il a quand même plus de chances, je pense, de s'imposer face à Rountree que face à Ankalaev. Mais bon, au moins ça me rassure, je vois que je suis pas le seul à penser comme ça. Et puis on a Ced MTL Rules qui me dit « Même si je ne suis pas fan de Jake Paul et de la façon dont il vole la hype de combattants méritants, il faut avouer que c'est le seul à pouvoir offrir à Iron Mike un combat équilibré et à la hauteur de sa notoriété. Tyson a toujours revendiqué avoir l'ADN d'un combattant, le niveau de son prime n'a toujours pas été égalé et il a encore de belles choses à montrer, surtout que les règles vont en sa faveur, gants de 14 et round de 2 minutes. Connaissant le personnage et pour avoir suivi toute sa carrière, il n'ira pas sur le ring pour faire de la figuration. Du moment que les combattants se donnent à fond, ça me va, peu importe le niveau. Ce combat est plus intéressant qu'on le pense, et si au passage il peut éteindre Jake Paul, ce serait le petit bonus qui fait plaisir. Et c'est parce qu'on disait que ça y est, Mike Tyson et Jake Paul, le combat est reprogrammé, donc ils vont de nouveau s'affronter en direct sur Netflix, j'en ai parlé dans le dernier épisode, et forcément ça fait grincer des dents. T'as des fans de Mike Tyson qui veulent pas le voir remonter sur le ring à son âge, surtout contre un jeune, surtout contre un influenceur, ça joue aussi beaucoup, mais ouais, bah voilà, c'est comme ça. Jake Paul, après on peut pas lui enlever une chose, c'est qu'il fait toujours, il crée de l'engouement pour une carte, il met des combattants sur cette carte et ça met quand même les projecteurs sur ces combattants-là. Il semblerait que ces combattants-là prennent quand même une bonne bourse, apparemment ils sont pas forcément millionnaires, mais ils prennent de l'argent, plus que dans d'autres organisations, donc il fait quand même un peu de bien à la boxe dans ce sens-là. Après je comprends quand il y a des mecs qui galèrent depuis qu'ils ont 10 ans, ils s'entraînent comme des fous, ils n'arrivent pas à crever l'écran, et que lui il arrive d'un monde qui n'a rien à voir avec ça, et puis il prend les millions, il prend tout, toute la fame, comme on dit, toute la notoriété, forcément ça fait grincer des dents. Et puis bah écoute, Tyson, est-ce qu'il peut mettre KO Jake Paul? J'en sais rien, il arrive à un âge quand même où ça va être compliqué, surtout que le style de Tyson c'était mais beaucoup d'explosivité. Avec l'âge tu perds l'explosivité forcément, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais t'es pas le seul à mon avis à vouloir voir Jake Paul les bras en croix au milieu du ring avec Tyson qui lève les siens, mais ça encore une fois on aura la réponse très prochainement. Écoutez, on arrive au bout, je vous remercie d'avoir suivi l'émission, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Passez une bonne soirée, salut!